Très bien. Bon, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde autour de l'idée de résistance. On va essayer de le faire la plus participative et conviviale possible. Donc, on va peut-être commencer par une très rapide présentation des participants à la table ronde. Jean Dervet est là pour son dernier roman de 1956, Le jour où Xifra, mais il en a écrit aussi deux autres qui concernent directement le thème qu'on traite aujourd'hui, puisqu'il traite de la vie et de la résistance en Ukraine et dans les pays de l'Est. Bruno Albero, qui est à ma gauche, pour son roman Le Passeur, qui a été publié déjà il y a quelques années, je crois, il y a 3 ans. Et puis Emmanuel Jantet, qui est responsable des éditions C'est-à-dire pour différents ouvrages historiques, qui sont toujours des ouvrages faits à base d'archives, mais qui apportent des sujets tout à fait intéressants, dont certains concernent le sujet d'aujourd'hui. Alors, on a choisi le terme résistance. Bon, en France, c'est vrai que le terme résistance, avec un grand R, ça désigne un phénomène historique bien précis, et on n'a pas voulu s'en tenir à ce sujet, même si forcément on fera des références. On a voulu élargir le sujet à cette idée globale de résistance, qui va de la résistance qui peut être armée à l'oppression, à des choses beaucoup plus triviales et ordinaires, jusqu'à la chanson de Michel Berger chantée par France Gall, Résiste, prouve que tu existes en réalité. Voilà. Donc, on a essayé d'ouvrir ce thème et je vous propose de commencer par une forme de résistance, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a tous connue pendant cette année. C'était la résistance au virus, au Covid-19. Et pour resituer ce sujet de manière un peu plus large, je voudrais donner la parole à Emmanuel, puisqu'il a publié un ouvrage tout à fait passionnant qui s'appelle « Et en cas de peste, ce qu'à Dieu ne plaise », qui est une histoire de la ville de Sisteron, au moment de la peste du début du XVIIIe siècle. Et avant de lui passer la parole, je voudrais juste lire une petite chanson. Alors je ne la chanterai pas parce que je n'ai plus le temps, parce que je n'ai pas la musique, mais qui a circulé à cette époque et qui était née à Marseille. Et je vous propose de voir qu'on pourrait quasiment remplacer le terme peste par le terme Covid, et on obtiendrait à peu près la même chose. Alors le poème s'appelle « Tisane universelle contre la peste », contre le Covid. Et celui-ci, prenez 2 grains d'indifférence, autant de résolutions dont vous ferez infusion, avec du sucre de patience, point de procès, point de querelle, d'ambition, de faux ailes, une demi-livre de gaieté, 2 onces de société, 2 drachmes d'exercice, aucun excès, point d'avarice, un bon grain de dévotion, point de nouvelle opinion. Vous mêlerez le tout ensemble, en l'infusant, si bon vous semble, avec 2 doigts de meilleur vin que vous prendrez chaque matin. Vous verrez que cette pratique, au médecin, fera la nique. Voilà donc ce qui circulait à cette époque-là, à Sisteron, venant de Marseille, à propos de la peste. Emmanuel ? Merci beaucoup pour cette lecture qui montre que même dans ces périodes difficiles, l'humour est toujours présent, bien entendu, mais c'est plus que l'humour, cela traduit aussi une incompréhension à la fois au niveau du corps médical, mais aussi de la population, de comprendre ce qui se passe, ce qui se produit. Donc notamment sur la peste de 1720 qui est arrivée par le biais de Marseille, avec le fameux Grand Saint-Antoine. Bon, je signale au passage, en tant qu'éditeur, on lit beaucoup des ouvrages d'autres éditeurs. Je signale cet ouvrage-là de Gilbert Buty, Colère de Dieu, Mémoire des hommes, qui fait vraiment le point et qui est paru justement durant cette période sur la peste à Marseille. Donc on a vraiment, notamment dans cet ouvrage, une description de toutes les procédures de confinement, enfin tout ce qui résonne énormément aujourd'hui, sur la manière dont le fléau, comment il se répand.
miasmes, donc il y a beaucoup de mesures au niveau des rues, on a fait très attention aux immondices. Après, il y a le phénomène contagieux qu'on a commencé un peu plus à prendre en compte. Et du coup, on a mis en place toute une procédure progressivement à la fois de confinement, mais aussi de limitation des circulations et de mise en place notamment de barrières sanitaires et notamment à Sisteron, lorsqu'on apprend que le mal s'est déclaré à Marseille, le fléau, la ville va aussitôt prendre des mesures pour éviter d'être touchée. Alors ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, avec le recul, on se prête un peu à sourire par rapport à tout ce qui est mis en place en voyant que c'est au final ça a très très peu d'effet, effectivement, de mettre toutes les archives dans un bain de vinaigre, c'est très mauvais pour l'historien plus tard, mais ça traduit aussi, c'était une des mesures qu'on mettait en place pour éviter la propagation. Ce qui était très intéressant aussi, c'est le brassage et l'impact social que ça va générer pour garder les portes de la ville. Il va falloir que le conseil municipal aille à plusieurs reprises pour aller voir le Viguier pour lui faire comprendre que, comme tout le monde, il devait faire la garde de la ville. Après, dans un premier temps, évidemment, notamment Marseille. Le Viguier étant le seigneur qui était l'autorité supérieure de la ville. C'est un représentant de l'État même, donc ça réanime, tout à fait, et ça réanime justement un conflit, bien entendu, des pouvoirs, une lutte des pouvoirs par rapport à ça, et bien entendu le Viguier refusant systématiquement de participer à tous les conseils municipaux autour de la mise en place de ces procédures. Donc c'est vraiment un moment où tout est remis en question. Le fléau rebrasse toutes les cartes. Il y a un autre aspect qui, moi j'ai trouvé intéressant, c'est la manière dont la peste se propage tout au long, à partir de Marseille, puisque le bateau en fait a été mis en quarantaine. Tout à fait. Sauf que la quarantaine n'a pas été très très stricte, et surtout on a un médecin qui s'occupait donc parce qu'il y a eu déjà des décès à bord avant d'arriver à Marseille, et puis d'autres décès qui ont continué, et le médecin a systématiquement pas repéré la peste. Il a parlé d'un qui était mort pour des questions d'indigestion. Enfin, on a plein de prétextes divers et variés, jusqu'à ce qu'il fasse appel quand même à des collègues qui eux aussitôt montrent bien l'erreur, mais le mal était déjà fait. Et surtout après, les marchandises qui étaient dans le bateau, elles ont été vendues et se sont propagées tout au long dans la Provence, et c'est comme ça qu'on a pu suivre la progression de la peste. Tout à fait, avec ce qu'on appelait notamment les pacotilles. Donc il y avait, les marins avaient le droit de ramener un peu des éléments chez eux, des produits qui n'étaient pas forcément déclarés entre guillemets, et qu'ils ont diffusés à Marseille. Et après, effectivement, la propagation s'est déclarée, s'est développée, donc jusqu'à l'arrière-pays, notamment Sisteron, où on va voir en 1720 jusqu'à 1723 toute une ville qui va vivre dans le stress d'être touchée ou non, avec des situations dramatiques, avec les gens qui revenaient, qui étaient partis vers Marseille, qui reviennent et qui ne peuvent plus rentrer chez eux, notamment un père avec 4 garçons. Ils vont être isolés à l'extérieur, mis dans des cahutes, un cagnard en été. Le père va mourir d'insolation, pas de la peste. Et les enfants, malheureusement, il y en a 3 sur 4 qui vont mourir également d'accident ou quoi que ce soit. Donc l'historienne Irène Magnodex le raconte avec une verve extraordinaire en montrant que malgré ça, ils ne sont pas morts de la peste, ils sont morts des latérales. Exactement, c'est vraiment ça. Bien, merci Emmanuel pour cette présentation. Bruno et Jean, comment avez-vous résisté au Covid-19 pendant cette période de confinement? Je ne sais pas si j'ai résisté. Moi, j'ai fait partie des privilégiés qui habitent seuls, loin du bruit et de l'agitation. Donc, j'ai résisté à ma manière. C'est-à-dire, j'ai résisté en faisant du vélo dans les bois, en courant un peu partout, en courant en montagne, etc. Et en cherchant les lieux un peu inhabités. C'était ma manière à moi de résister. Voilà. Mais j'avoue que, ne serait-ce que le fait qu'on s'adresse à une assistance masquée, c'est vrai que c'est assez déstabilisant.
j'avais jamais vécu ça auparavant. Et j'imagine, moi, ancien enseignant, mes collègues aujourd'hui qui font cours, que ce soit des étudiants. Tu ne te vois pas enseigner avec le masque sur le Je figure. peux difficilement enseigner avec le masque sur la figure. Et je crois qu'il aurait fallu en passer par là. Bruno? Résister, je ne sais pas si ça s'appelle de la résistance, que je me suis contraint, c'est, enfin même pas contraint, c'est à profiter de mon heure de sortie en disant, bah, tant pis, j'en profiterai, enfin je le ferai, quel que soit le temps, je suis sorti. Ce qui m'a perturbé pendant cette période de confinement, c'est que je pensais pouvoir terminer des écrits que j'avais commencés. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, les 15 premiers jours, j'avais plutôt bien avancé sur certains écrits, mais je me suis rendu compte surtout que de ne pas être nourri par l'extérieur, eh ben, en fait, ça m'a éteint. Et en termes de résistance, je voudrais, et ça servira peut-être de passerelle, c'est ma mère qui a 88 ans, qui s'est fait arrêter par les gendarmes pour lui contrôler ses papiers. Ma mère les a regardés droit dans les yeux, leur a dit, quand mon frère a été arrêté en 1943, il n'y avait pas de gendarme. Peut-être pour rebondir sur ce que disait à l'instant Bruno, qui fournit une transition avec la suite, au fond, le Covid, n'importe quelle épidémie, c'est une forme d'oppression, c'est-à-dire une forme de contrainte, une forme d'emprisonnement, particulièrement net dans le cas de la peste, on l'a vu, assisteront. Donc je voudrais glisser rapidement sur une autre forme de résistance, cette fois-ci, qui serait donc la résistance à l'oppression, à la dictature, à la tyrannie, à tout ce qu'on veut. Et toujours pour rester donc dans cet aspect historique, je rebondis sur un deuxième ouvrage des éditions C'est-à-dire, qui est cette fois-ci La gloire de la montagne, à Saint-Étienne-des-Orgues, c'est le titre. Et en fait, c'est le coup d'État de 1851. Vous savez, vous connaissez le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, après son élection au suffrage universel comme président de la République, il a décidé de devenir empereur des Français. Et donc, le coup d'État a eu lieu en décembre 1851, et notre région a été une des régions où la résistance a été la plus vive au coup d'État. Il y a eu une célèbre bataille au mai qui a été remportée par les insurgés. Après, le mouvement s'est complètement défait, mais dans ce livre, qui se lit d'ailleurs comme un roman, parce qu'il y a des rebondissements, il y a des personnages qui apparaissent, Ayou par exemple, notamment, qui est un personnage fameux. Ce livre d'histoire qui est appuyé sur des archives, sur des analyses de lieux, des photos, se lit vraiment comme un roman, et en même temps montre bien, face à un événement comme le coup d'État de 1851, comment les différentes catégories de la population ont pu réagir à Saint-Étienne-des-Orgues. Ça va être difficile de rajouter beaucoup de choses. Je tenais déjà dans un premier temps, et c'est une conséquence de cette période particulière, saluer la mémoire de l'auteur, Gisèle Roche-Gallopini, qui nous a quittés cette année. Et objectivement, on a beaucoup de mal à lui rendre un hommage collectif pour les contraintes de nombre de personnes et compagnie. Donc ça a une incidence pour notre profession qui est tout à fait réelle. Et moi, elle me touche très fortement. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup, qui, dans l'histoire de ce coup d'État, a fait un très très beau travail dans les Basses-Alpes, notamment, ce qu'on appelait les Basses-Alpes à l'époque, sur cette recherche à l'information plus de géographes et généalogistes, et à travers toutes ces enquêtes, elle est arrivée à dresser en fait un tableau de cette opposition à ce coup d'État. Bon, quand on s'intéresse à cette période, évidemment, on voit notamment en mai, on a des noms de lieux où ce coup d'État est commémoré, en fait. Simplement, quand on s'intéresse en historien à cette période de 1848-1851, la Seconde République, on voit que c'est une période qui est fondamentale pour l'histoire du suffrage universel masculin, précisons, des fois qu'on prendrait autre chose, et également pour l'idée de république, comment en fait, en s'appuyant sur des travaux d'historiens également qui ont été réalisés,
comment en fait, en créant cette Seconde République, les républicains, pour schématiser aller très vite, se sont fait confisquer leur république par une république qui au départ modérée, puis qui est devenue très conservatrice, et comment en fait le coup d'État de Napoléon Bonaparte arrive à l'issue d'une progression de ce processus. Donc la notion de résistance, elle apparaît même alors que l'arrivée de la Seconde République, le février 1848, c'est un moment magique en fait pour la République et pour le suffrage universel, le pouvoir redonné au peuple. Comment, malgré ça, les institutions ont grignoté cet apport. Et donc à l'issue de ça, bien entendu, en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, ne souhaitant pas respecter la Constitution, a fait donc son coup d'État, mais en étant suffisamment malin pour rétablir le suffrage universel dans le même temps. C'est comme ça d'ailleurs que une partie de la population n'a pas du tout suivi le mouvement insurrectionnel, et du coup la résistance a été bien réelle dans certains secteurs, mais a été au final minoritaire au niveau du pays. Et dans l'ouvrage, il y a quelques portraits d'insurgés qui sont vraiment intéressants parce qu'elle a causé notamment tout l'aspect social, la profession, etc. Il y a tout un tableau qui montre les liaisons familiales souvent entre les différents insurgés qui ont participé au mouvement, qui est tout à fait intéressant. Et c'est vrai qu'il y a des petits villages, je pense notamment à Sainte-Tulle par exemple, qui n'est pas très loin de chez moi, donc il y a une place des insurgés de 1851 avec un petit panneau explicatif. C'est vrai que quand on arrive là, on ne connaît pas cette histoire, c'est assez étonnant de voir que ça a marqué quand même le territoire, alors qu'on en parle très peu dans les livres d'histoire. Quand on a les livres d'histoire des lycées, on voit que il a fait son coup d'État et puis voilà, c'est passé, quoi. Il n'y a pas eu de réaction, alors en fait, il y en a eu pas mal. Je vais. Oui, bien sûr. Oui, c'est dire quand même qu'au départ, la Constitution de 1848 est quand même hyper rigide puisqu'elle n'est pas modifiable. Ça, c'est la première erreur des constituants. La deuxième erreur, c'est d'avoir dit que le président était élu pour 4 ans et qu'après il devait partir. Ouais. Donc il n'y avait aucune souplesse. Et qu'est-ce qui s'est passé de 150 ans plus tard en Russie? La même chose avec Poutine, puisque la Constitution exigeait qu'il ne pouvait faire que 2 mandats. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu Premier ministre, il a passé le relais à son Premier ministre. Son Premier ministre est parti, il s'est fait réélire. Voilà. Et donc le problème de toutes les constitutions, une grande partie des constitutions, c'était ça, c'est que sur une idée qui se voulait utopiste, c'est-à-dire une donnée qui se voulait démocratique, en disant vous faites un mandat de 4 ans, il y a 500 députés qui ne peuvent pas être éligibles, donc forcément il n'y aura pas de mainmise du parlementaire, l'institutionnalisation du Parlement, de la présidence. Mais le problème, c'est que toute constitution ou toute loi qui est trop rigide amène à la résistance. Le problème, et on peut revenir au cas du Covid, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne nous laisse pas responsables de nos actes, quel risque nous prenons quand nous nous retrouvons pour les Orangeois, boulevard Daladier à 21h sur 2 km, je crois que ça fait à peu près ça, boulevard Daladier, il fait 2 km de long et on est tout seul, et on est obligé de porter un masque, sinon on a 135 €. Et on arrive aujourd'hui, enfin du coup je vais faire un parallèle de l'autre côté, maintenant je reviens, et cette forme de résistance, c'est dès qu'on nous retire notre capacité de jugement ou la possibilité de modifier les événements, eh bien on se retrouve avec 2 franges, les résistants d'un côté, qui sont considérés, quand ils ont gagné, ils sont résistants, quand ils ont perdu, ils sont considérés comme terroristes. Emmanuel, ensuite je vais passer la parole à Jean. Je complète juste sur 1848, puisque je travaille également sur un ouvrage, la réédition des mémoires de Casimir Perret, qui est le maire de Béziers en 1848, qui était acteur lors du coup d'État de 1851, et sa correspondance, alors qu'il était à Cayenne, a été éditée par Antoine Moulin dans les années 1930, et donc on va rééditer ce texte, Antoine Moulin, Antoine Moulin, le père de Jean Moulin, voilà. Et donc, quand tu dis qu'il était acteur du coup d'État, non, il était résistant.
Voilà, c'est là où je veux préciser ce terme, c'est-à-dire que les personnes qui vont se mettre, qui vont résister, qui vont se mettre contre ce coup d'État, ils le font au nom de la loi. Qui est dans l'illégalité? C'est Louis-Napoléon Bonaparte. Ce sont tous la République institutionnalisée qui se met hors la loi. Du coup, et Casimir Perret, d'ailleurs, lors de son jugement, le redit, c'est au nom de la loi, c'est pour respecter l'ordre républicain que je me suis élevé contre cet état de fait. Et la correspondance, bien entendu, elle vient de Cayenne, parce que les résistants, ils sont tous passés en conseil, on appelait ça des commissions mixtes, et une partie d'entre eux sont partis en Algérie, une grosse partie également a été surveillée, etc. Et il y a Cayenne notamment. Cayenne, c'était pas... Oui, André Alliot, le fameux André Alliot, était à Cayenne avec Casimir Perret, ils sont partis ensemble sur le même bateau. Casimir Perret n'est pas revenu, en 1851 il meurt dans une tentative d'évasion. André Alliot n'est pas revenu non plus, il meurt également au bagne de maladie. C'est une résistance qui a mené très très loin. Oui, on peut dire, comme soulignait Bruno, que finalement c'est une résistance qui globalement a perdu. C'est aussi pour ça que sa mémoire dans l'histoire de France a une place finalement assez restreinte, qui commence aujourd'hui à ressortir grâce à des travaux comme ceux dont on vient de parler, mais qui pendant longtemps a été largement ignoré. Écoutez, tout à fait, oui, c'est évident. Je me tourne vers Jean, qui lui s'est penché sur le cas des pays de l'Europe de l'Est, donc notamment de l'Ukraine, et puis là, dans son dernier roman, sur la Hongrie, les événements de Budapest en 1956, et qui commence le jour où le gros pianiste Xifra donne un concert. Xifra a donné un concert au théâtre Erkel de Budapest le 22 octobre 1956. Et il a... Pardon. Si, ça marche. Comme ça, c'est mieux, non? Voilà. Le 22 octobre 1956. Et à l'issue de ce concert, il a joué Bartók d'une manière tellement libre et intense. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de Xifra jouer du piano, mais Xifra, c'est un type qui est assez costaud et qui joue avec une certaine violence, parce qu'il avait tellement de la violence en lui qu'il l'exprimait de cette manière. Je rappelle qu'il était dissident et qu'il a été emprisonné de 50 à 53 et qu'on lui faisait transporter des cailloux, ce qui pour un pianiste, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc il a dû porter toute sa vie des poignets, évidemment, dans lesquels il enfermait ses poignets dans ce qu'on pourrait appeler de l'astoplasme maintenant. Et donc, il a été libéré en 1953, parce qu'on pensait qu'il s'était amendé, et il a donné ce concert le 22 octobre pour célébrer, aux yeux évidemment des communistes qui étaient au pouvoir, l'anniversaire d'octobre, l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Et il l'a joué d'une manière tellement libre que les intellectuels qui assistaient à ce concert ne s'y sont pas trompés. Et qu'en sortant, ils ont déchiré des affiches de l'Union soviétique qui étaient là, etc. Ils ont manifesté ainsi leur résistance. Et le lendemain, ont commencé les premières manifestations, le 23 octobre 1956. Donc, ça a été un des éléments déclencheurs, au plus moins, qui a permis une certaine prise de conscience. Et c'est vrai que dans ce roman, j'ai voulu parler, je me suis mis dans la peau d'un gamin de 12 ans qui assistait à ce concert avec ses parents, fils évidemment d'universitaires, et qui est extrêmement surpris de voir ses parents, qui étaient des gens normalement bien élevés, qui déchiraient les affiches et qui se comportaient un petit peu comme des gamins d'école. Et donc, ce roman a été construit entre deux résistances, dans une parenthèse de résistance, c'est-à-dire Bartók et Xifra en 1956, et Rostropovitch et Bach au mur de Berlin en 1989. Voilà. Donc, ce roman, évidemment, décrit la vie de ce jeune gamin, de 12 ans en 1956 jusqu'en 1989. Ce que je voudrais dire pour un petit peu essayer d'élargir tout ça, c'est qu'on ignore probablement ici l'influence de l'histoire de France dans les résistances d'une manière générale dans les pays de l'Est. Et je voudrais rappeler que cette influence est née généralement de l'occupation des troupes russes en 1814, puis en 1815, après les 100 jours en France, parce que ces officiers de l'armée russe, ces jeunes officiers, parlaient tous français à l'époque, et ils s'étaient hébergés chez l'habitant.
Et les habitants ont ainsi transmis les idées de la Révolution française. Ce qui explique les rébellions sporadiques qu'il y a eu sous les tsars, etc. Et je dis un des meilleurs exemples, c'est celui qu'on appelait le général Dombrowski, ça, moi, son histoire m'a beaucoup ému parce qu'il se trouve qu'à titre personnel, ma belle-mère s'appelle Dombrowska. Hein, donc, et qu'il était né à Zitomir, qui est une ville d'Ukraine actuellement, et ma belle-mère était née à Bitchev, qui est à 50 km de là. Et ce général était un officier de l'armée russe. Il avait été en contact avec des gens qui avaient connu, évidemment, la Révolution française, et il a été emprisonné immédiatement, on s'est aperçu qu'il avait des idées subversives, il a été emprisonné, il s'est évadé, il a fomenté une révolution en Pologne en 1863, qui a essayé de prendre de l'ampleur le 14 juillet 1863, c'est pas anodin, le 14 juillet, en chantant la Marseillaise. Et bon, la révolution a avorté, il est venu en France, il s'est réfugié en France, et ça a été le seul officier qui se soit battu du côté des communards sous la Commune. Et il est mort pendant la semaine sanglante en chantant au chant du départ à la tête de ses troupes. Voilà. Thiers avait essayé de l'acheter, il n'a jamais voulu le laisser acheter contre sa liberté et contre la Visso. Il ne s'est pas laissé acheter, on lui a proposé des millions, il n'a jamais voulu le faire. Donc c'est une histoire qu'on ignore un petit peu. Et ce que je veux dire en élargissant tout ça, c'est que ces idées ont tellement eu d'influence par la suite que la plupart des résistances dans les pays de l'Est font référence à Dombrowski et à la Révolution française, et les idées de la Révolution française, y compris aujourd'hui en Biélorussie, avec l'histoire de Loukachenko. Pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre, c'est que Loukachenko, c'est comme Poutine, c'est-à-dire qu'il a un peu trafiqué la Constitution pour pouvoir être réélu et devenir un président à vie. Donc, ce qui se passe avec Loukachenko, c'est le président actuel de la Biélorussie, hein, pour ceux qui ont suivi les événements de Biélorussie actuels. Bon, il se trouve que ma femme regarde la télévision biélorusse, etc., et qu'elle comprend la langue, et donc j'ai des informations de première main. Et il se trouve que, justement, ce président a tout à fait fonctionné comme fonctionnent tous les dictateurs d'une manière générale dans les pays de l'Est, c'est-à-dire, dans un premier temps, évidemment, dénonciation des révoltes, dans un deuxième temps, intimidation, dans un troisième temps, eh bien, on envoie des mercenaires russes, d'ailleurs, dans les manifestations, qui vont commencer par récupérer les chefs de file. Certains disparaissent, on n'entend plus parler. Et puis, les sauvant plutôt, on les emmène en prison, on les fait souffrir pendant une semaine, enfermés dans une salle très, très étroite avec une seule toilette, enfin dans des conditions d'hygiène épouvantables. On les tabasse à coups de matraque. Vous avez peut-être vu des images sur les cuisses, sur le dos, ils sont violés, etc. Et après, on les remet en liberté pour qu'ils racontent leur histoire et qu'ils fassent peur. Et ils sont en train de réussir, c'est-à-dire que Loukachenko est en train de réussir actuellement, qu'ils donnent des conférences de presse à la Kalachnikov sur le bureau. Et ils sont en train de réussir actuellement. Et les étudiants, la dernière manifestation d'étudiants à Minsk, et je terminerai là-dessus, a aussi s'est déroulée en chantant la Marseillaise. Ceci pour dire que tout est lié finalement. Et la révolution de Maïdan en Ukraine, qui elle a réussi, c'est fait parce que les Ukrainiens ont réussi à dépasser ce stade-là et qu'ils ont accepté les quelques 120, 130 morts qu'il y a eu du fait des snipers qui étaient des mercenaires et qui tiraient depuis les toits. Si des gens sont allés à Kiev sur la place Maïdan, on voit très bien la configuration des lieux qui mène à ça. Bon, alors merci pour tous ces détails sur la situation actuelle en Biélorussie. Dans ton roman, en fait, tu présentes bien sûr, tu te mets à la place de ce gamin qui s'appelle Joseph. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans le roman, c'est qu'il y a un deuxième personnage dont il est très proche et qui lui a une évolution très différente, qui s'appelle Maté. Oui, Maté. Et qui en fait, lui, rentre dans le système. Il devient même policier dans le système. Tu peux nous en dire un peu peut-être de cette dualité entre ces deux personnages qui au départ sont tous les deux résistants au système. Oui, bien sûr. Ils prennent des voies très différentes. Parce qu'ils ont déjà des origines sociales très différentes. Joseph est fils d'universitaire, il a appris la musique, il joue de la flûte traversière, etc. Donc
Il était vraiment dans le système jusqu'à la Révolution. Et Maté était un enfant des rues, voilà, qui s'est construit lui-même, qui, comme tous les enfants des rues à cette époque, eh bien, a dû lutter pour survivre et connaître la vraie violence. Donc, Maté, qui a connu la vraie violence, comme c'était un garçon intelligent et qui savait se débrouiller, il a dit, pour résister au système, je dois résister de l'intérieur. C'est-à-dire que les deux gamins se sont rencontrés dans un orphelinat qui était destiné à la rééducation des enfants, soit des orphelins, soit des enfants de dissidents qui avaient été soit emprisonnés, disparus, fusillés, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et Maté, toujours, disait à son ami Joseph, tranquille, calme-toi, tu ne gagneras jamais en résistant ouvertement, on va les avoir en résistant de l'intérieur. Et Maté est devenu policier. Il est devenu policier et il a essayé d'exercer son métier, évidemment, comme un équilibriste, en essayant de concilier un petit peu les choses. Et cette amitié ne s'est jamais démentie. Et c'est un peu ce qui sert de fil rouge dans ce livre. Et les relations avec les garçons. Comment ? Donc, qui avait raison dans l'histoire ? Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas qui avait raison dans l'histoire. En fait, ces deux personnages sont fictifs, mais ressemblent à, évidemment, des histoires que j'ai connues, que j'ai lues en enseignant, etc. Bien sûr. Alors, ça prend une transition pour le roman de Bruno Albero. J'avais envie de vous poser la question qui ressort de ton roman, c'est au fond, est-ce qu'on peut résister malgré soi ? Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se trouver dans une position telle qu'ils sont amenés à résister sans l'avoir vraiment voulu ? Et c'est vrai que ton héros, dans Le Passeur, est dans une situation extrêmement ambiguë. Tu peux peut-être nous raconter un peu l'histoire du roman ? Alors, l'histoire du roman, en fait, le point de départ, c'est mon grand-père qui était contrebandier. Il vivait au pays, enfin, il est natif du Pays Basque, et donc son métier, comme beaucoup de bergers, c'était de faire la liaison entre l'Espagne et la France et d'amener du matériel, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre et qu'il soit condamné. Donc évidemment, un contrebandier, c'est un truand. Sauf quand arrive la guerre et qu'on a besoin de gens pour passer de la France en Espagne. Et là, à la fin de la guerre, il devient un héros. Sauf quand il reprend son métier de contrebandier, il redevient truand. Donc en fait, on est truand ou héros en fonction des circonstances. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes terroriste, et puis quand on a gagné la guerre, ils sont devenus résistants. Selon le camp, dans le camp où nous sommes. Et je pense que la vie fait que, certes, on a le libre choix de son chemin, mais quelquefois on y est conduit. Je vais citer deux films, donc je fais référence au cinéma, qui sont Lacombe Lucien, qui lui veut rentrer dans la résistance, et puis qui du coup personne n'en veut parce qu'il est trop jeune, parce qu'il est trop exalté, et donc il se retrouve dans la milice. Mais il y a aussi ce film Fortuna, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un vieux film de René Clément, je crois, avec Bourvil, qui est extraordinaire, et Michel Morgan. Et lui, il se retrouve, il a une barque, il y a Michel Morgan avec ses deux enfants qui doivent passer de l'autre côté en France libre. Il se fait tirer dessus, donc Bourvil, il ne peut pas, et du coup, il devient résistant. Alors qu'il est simple pêcheur, un peu braconnier, voilà. Donc c'est la vie qui fait qu'elle vous met sur un chemin. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez. Alors certes, il y a eu des gens comme René Char, des gens comme Paul Éluard, qui ont pris des décisions, parce qu'ils étaient poètes, parce qu'ils étaient intellectuels et intelligents, eux, ils ont fait des actes réfléchis. Mais enfin, moi, mon métier m'a permis de faire pas mal d'interviews, dont un vieux monsieur qui est toujours vivant, qui est à la maison de retraite de Stablé, et il revient d'un camp de prisonniers en 1940. Donc il fait partie de ceux qui ont été libérés. Il arrive, et une semaine après, il reçoit une convocation comme STO. Bon, il dit je ne veux pas partir comme STO, donc il se barre à la montagne, entre Sablé et Girondas,
Et là, il tombe sur deux mecs au fusil qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Moi, ils veulent me prendre comme STO. » Enfin, il avait 19 ans. Il dit « Moi, je veux pas y aller. Bah, viens avec nous. » Puis il s'est retrouvé dans le maquis du Ventoux. Puis il avait 20 ans. Il s'est retrouvé des copains. Machin. De toute façon, il voulait partout. Il était recherché à Sablé. Il redescendait. Il était prisonnier. Son seul moyen, dans la mesure où il avait pris la décision de ne pas accepter d'être STO, et du coup il se retrouvait résistant. Ben, il aurait pu être poursuivi pendant 10 ans si la guerre avait suivi 10 ans. Bon, là, elle a duré que pour lui de 1940 à 1945, 4 ans dans le maquis, c'est déjà pas mal. Mais il s'est retrouvé, lui, il dit, en aucun cas, moi je suis un héros, je suis pas un héros. Alors, il y a un passage tout à fait intéressant dans ton roman où le contrebandier, qui est devenu passeur, a comme client, entre guillemets, le juge qui, avant de la condamner, qu'il a envoyé au bataillon d'Afrique parce qu'il avait été pris comme contrebandier. Je peux revenir un peu sur cet épisode. Oui, donc avant 1940, il fallait absolument, pour les armées françaises, il y avait deux possibilités pour les étrangers, pour les étrangers qui étaient punis, les émigrés punis, ils avaient le choix entre la Légion étrangère ou les Joyeux. Et donc ça c'est un clin d'œil un peu à une autre personne que j'avais connue qui avait fui l'armée de Mussolini, et quand est arrivée la guerre, s'était engagé chez les Joyeux. Donc c'était un clin d'œil à un ami proche de ma famille. Mais il est vrai que le régime des Joyeux, c'était le régime de la Légion étrangère, puisque ils étaient logés à Tataouine. Hein, donc, où c'est que tu vas, Tataouine? Bon, et Emmanuel, je crois qu'il y a un autre exemple de résistant malgré eux, et c'est l'histoire du 5e corps pendant la guerre de 14, où finalement des soldats provençaux se sont trouvés comme un peu un exemple de gens qui ont résisté aux ordres de l'état-major. Alors je simplifie. Oui, je pense. C'est effectivement le 15e corps des Méridionaux à Marseille. Et donc cette histoire est marquante, notamment pour les Méridionaux, puisque au début de la guerre, effectivement, en 1914, la 2e armée française rentre tambour battant dans le secteur de Dieuze et massacré. Et donc après, pour faire simple, l'état-major qui avait complètement mal estimé les choses va rendre responsable le 15e corps des Méridionaux du recul de la retraite de cette 2e armée de Castelnau. Ça va durer toute la guerre, donc tous les soldats méridionaux vont être montrés du doigt, les descendants, Maurice Mistre qui a fait donc une étude de la Légion noire du 15e corps dans notre maison d'édition, montre bien que les descendants sont marqués par cette histoire, et même pendant longtemps on n'en a pas parlé. Il a fallu ensuite un processus de réhabilitation pour qu'on montre historiquement comment, dans les faits, c'était d'une part une erreur du haut commandement, et c'était totalement impossible qu'un soldat reste sur place à ce moment-là. Il y a même eu des condamnations pour l'exemple, me semble-t-il, juste après cet épisode-là. Tout à fait, une partie d'entre eux, il y a eu les fameux fusillés pour l'exemple, qui était très important en 1914-1915. C'est un moment où l'armée française voulait bien tenir ses hommes dans cette période la plus meurtrière de la guerre. 1914, la période la plus meurtrière de la Grande Guerre. C'est jamais assez, mais je ne veux pas pour qu'on le comprenne bien. Le 22 septembre au 22 août, je crois, je ne sais pas la précision. Oui, il y a même le 22. 28 000 morts. Exactement, tout à fait une journée, près de plus de 20 000 morts. Ça marque. Simplement, c'est difficile d'intégrer le concept de résistance. En fait, ça rejoint un peu la question des conjonctures. C'est comment un soldat qui va par exemple être trouvé loin des lignes parce qu'il a perdu sa liaison, quoi que ce soit, va être considéré comme un traître. Et pour l'armée française de l'époque, à ce moment-là, effectivement, c'est le montrer comme un déserteur, et pour le coup, la notion de donner l'exemple et fusiller pour l'exemple, elle va dans cette logique d'intimidation.
et de raidissement des positions. Oui, en fait, c'est toute la différence qu'il y a eu entre ces mouvements spontanés de soldats refusant d'aller au combat, repartant parce qu'ils voyaient bien que la situation était complètement désespérée. Il faut savoir que la région, enfin l'endroit où ils ont combattu, c'était l'endroit où s'entraînaient les troupes allemandes avant la guerre, puisqu'on était en Lorraine, et la Lorraine, à l'époque, faisait partie du Reich allemand. Et les événements de 1917, où là, il y a eu une révolte organisée à l'intérieur des soldats qui ont levé la crosse et n'ont pas voulu résister aux ordres. Les deux situations sont effectivement relativement différentes, même si finalement on aboutit un peu à la même chose, c'est-à-dire des fusillades pour l'exemple. Tout à fait. Oui, les mutineries 1917, effectivement, sont différentes de cette notion de fusillé pour l'exemple. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en 1917, il y a un ras-le-bol dans l'armée. C'est une guerre qui dure. Finalement, on comprend qu'elle va peut-être durer encore plus longtemps. Donc il y a ce processus qui fait que le consentement est beaucoup moins important et s'essore considérablement. Et aussi, les soldats vont tout simplement demander à ce qu'on reconnaisse leur métier de soldat. C'est-à-dire qu'ils en ont marre d'aller en ligne trop souvent, les corvées, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, un historien, Denis Rolland, parle de grève des tranchées. Donc il y a vraiment cette notion, il n'y a pas forcément une remise en question de la justesse du combat contre l'Allemand. Ce combat-là, ils sont prêts à le faire, mais pas à n'importe quelle condition. Oui, bien sûr. Les premières mutineries de 1917 coïncident commencent en avril 1917 et c'est concomitant aux premières révoltes qu'il y a à Moscou contre le tsar. Et ça s'amplifie en fait tout ce mouvement-là. Et donc il y a quand même toute une frange j'allais dire revanchards communards sur le pouvoir, quoi. Parce qu'ils espèrent vraiment non pas un soutien une frange de l'armée française espère le soutien des Américains et l'autre frange espère le soutien de l'armée rouge qui pourrait être l'autre point de tenaille contre l'armée allemande. En précisant que l'armée rouge était déjà en déliquescence à cette époque-là et que un des premiers soins des Allemands de Kaiser, ça a été de faciliter la traversée de l'Allemagne à Lénine. Il savait faire sa révolution et ainsi, avec une promesse de traité de paix derrière, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul front après derrière, donc c'est aussi très compliqué. Moi je voudrais ajouter après, à propos des fusillades de 17, que finalement il y a eu 600 et quelques condamnations à mort, je crois, pour une trentaine seulement d'exécutés ou une soixantaine. Donc ça a été il y a eu beaucoup moins d'exécutions en ce temps 17 que justement en 14, et les fusillés pour l'exemple. Oui. Oui, donc on a vu au fond le rôle des contingences, des circonstances dans la capacité ou non de résistance, mais quand même, moi il me semble qu'il y a ce qu'on peut appeler la résistance en général, il y a quand même un élément de volonté individuelle ou collective d'ailleurs, parce que si on prend l'exemple de mouvement de résistance en France, c'était un mouvement qui était d'abord fait d'actes individuels, puis ensuite d'une organisation collective assez compliquée, mais qui a finalement fonctionné. Alors je ne sais pas votre point de vue sur justement ce rôle de la volonté de l'individu au-delà des simples circonstances avec lesquelles se peut se trouver un contrebandier qui devient ensuite passeur. Alors moi j'ai quitté la France et plutôt allé du côté de Térésine. Donc Térésine était un camp de concentration pour les Tchèques, puisque c'est à 60 km de Prague. Et la première résistance dans ce camp, c'est là où ils ont mis toute l'intelligentsia juive à Térésine. Et en fait, la résistance, elle s'est faite par des gens comme Bernanos qui continuaient à écrire, mais aussi un chef d'orchestre qui a constitué cet orchestre. Et au fur et à mesure qu'il y avait son premier souci, c'est à l'arrivée des trains, c'est d'aller chercher des musiciens pour remplacer les musiciens qui étaient au fur et à mesure déportés. Et donc il y a eu, je vous invite à lire ce livre, je me souviens plus exactement du titre,
mais sur cet orchestre de Thérésine, c'est assez captivant, la lutte entre le commandant du camp qui va absolument éliminer des musiciens et le chef d'orchestre qui veut absolument jouer cette symphonie. Et ce qui est très, très marquant comme terme de résistance, c'est qu'ils promettent de jouer un Wagner et à la fin ils jouent un Verdi et ils jouent et finissent par l'hymne de Nabucco qui est, comme on le sait, un chant de enfin, la musique de la liberté. Et donc, et tout l'orchestre est ensuite récupéré, enfin ramené dans un train et conduit dans un camp d'extermination. Et donc on peut faire après le parallèle avec un autre chef d'orchestre aussi qui est à Auschwitz, qui construit son orchestre et qui va comme ça. Au départ, il est violoniste et le chef d'orchestre meurt d'une maladie, il meurt comme ça, naturellement. Et donc lui, il le remplace et son souci, c'était d'aller, et même de sauver des gens qui n'étaient pas musiciens et qui a appris la musique pour faire croire qu'ils étaient musiciens. Et donc il y a aussi une résistance intellectuelle. Et on voit bien, quand Paul Éluard écrit Liberté et qu'il largue 3 millions de feuillets au-dessus de la France occupée, Liberté, j'ai plus à ton nom. Et on peut penser aussi à Victor Hugo et son Napoléon le Petit, qui a quand même payé de plusieurs années d'exil à Jersey. On parlait finalement de musiciens qui étaient liés à cet acte de résistance, cette révolte. Mais on pourrait parler aussi d'écrivains. Tu parlais d'Éluard, Alexis Malraux, il y a René Char. C'est souvent les artistes qui sont aussi à l'intérieur de cette résistance. Ou des petites choses parfois. Moi, je voudrais citer 2 exemples pour montrer combien cette notion de résistance est un petit peu ambiguë. C'est-à-dire que dans la famille de mon épouse, je suis arrivé à découvrir des histoires assez extraordinaires. Et son grand-oncle, qui était en compagnie de sa grand-mère, qui ont été chassés de leur ferme par les sbires de Staline au moment du plan quinquennal par rapport à la nationalisation des terres. Il s'est retrouvé sur la route avec sa sœur, alors que les miliciens venaient d'embarquer ses parents, les vaches, enfin tout ce qu'il y avait dans la ferme. Et sa sœur demandant aux miliciens et moi, qu'est-ce que je fais? Et le milicien répondant, toi tu t'en vas, avec son jeu de frère. Et le frère, qui a 14 ans, dit à sa sœur, un jour ils me le paieront. Et en 1941, à la suite de la rupture du pacte germano-soviétique et l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes, l'Ukraine a été évidemment en première ligne. Et lorsque les troupes allemandes ont envahi l'Ukraine, ce garçon, qui s'appelait Sergueï, s'est engagé aux côtés des Allemands parce qu'il venait le libérer. Bien sûr. Il est mort à Stalingrad, on ne sait pas comment. Il s'est engagé aux côtés des troupes allemandes. A contrario, son oncle qui s'appelait Sacha, lui, il n'a pas défendu le régime soviétique, il a défendu sa terre. Et il s'est engagé dans la résistance. Et il s'est engagé dans la résistance pour lutter contre les Allemands quand il s'est aperçu que les exactions des armées allemandes étaient encore plus importantes que les exactions qu'avait pu commettre Staline auparavant. Donc ces 2 exemples pour dire qu'au sein d'une même famille, un neveu et son oncle se sont engagés de part et d'autre, alors qu'ils avaient tous les 2 l'idée de résistance dans la tête. Et maintenant, tu voulais intervenir aussi sur ce point. Alors juste pour revenir sur l'idée de résistance par conviction, je reprends un petit peu l'exemple de Casimir Perret, qui en 1848 va, comme l'ensemble de grande partie de la France, et notamment des provinces, s'insurger contre le soulèvement ouvrier de juin 1848, qui va mettre, selon lui, en péril la République naissante. Le même Casimir Perret, en 1851, va résister au coup d'État. Donc on voit que la même personne va aussi évoluer dans son parcours. Donc c'est très difficile aussi de schématiser un parcours personnel. Ensuite, pour la notion de résistance, et là je remets en avant l'importance de l'histoire. Ce qui est important, c'est le témoignage. C'est-à-dire que les gens, les petits gens, même les poilus au front, quoi que ce soit, vont décrire leur quotidien, vont écrire pour eux. Et c'est ce qu'ils vont nous léguer en
ayant conscience de vivre quelque chose d'extraordinaire, qui va ensuite être un matériau pour l'historien pour décrire ce qu'est en fait cette forme de résistance. Donc c'est, je pense que vraiment il faut remettre en avant cette notion de témoignage, puisqu'ensuite on va l'analyser avec un recul qu'à l'époque forcément eux n'ont pas. Parler de résistance, si on peut faire un parallèle entre la Première Guerre mondiale et la Seconde, c'est que la première c'était une résistance à l'ennemi, et la deuxième c'était la résistance à l'occupant, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, la perception, il a été plus simple. Il a été plus simple, par exemple, à Dorgelès d'écrire Les Croix de Bois en 1921, ou à d'autres romans qui ont suivi, plutôt qu'en 1945 ou en 1946, de parler de la résistance. Parce que ce que tu disais, toi, c'est que dans les familles, c'était très partagé. Parce que, des amis à mon grand-père, et ça se taisait, qui était revenu de la Première Guerre mondiale complètement traumatisé, et 25 ans après, il se retrouvait dans un conflit qu'il n'avait pas envie de revivre. Donc certains se sont retrouvés pacifistes, parce qu'ils avaient vécu tellement d'horreur que mon grand-père était dans une autre démarche. Lui, il ne veut pas d'étrangers chez lui, donc il fallait qu'il a pris les armes. Mais on voyait bien quand même que, et même au sein d'une famille, tu parlais de c'est vécu aussi avec maison. Donc j'ai 4 oncles, ma mère ils étaient 6 enfants. Il y en a 2 qui sont rentrés dans la résistance et 2 autres qui ne sont pas rentrés. Parce que il fallait bien faire tourner la ferme, il fallait faire tourner ceci, et puis les 2 autres ont dit, nous, il n'est pas question que les Allemands viennent s'occuper de nos affaires. Donc il y a aussi cette notion-là, est-ce qu'on est occupant ou est-ce qu'on est envahisseur? C'est pas pareil. Tout à fait. Et à cet égard, le cas de Giono est exemplaire, parce qu'il a été un grand combattant de la guerre après la Première Guerre mondiale, puisqu'il a animé un mouvement pacifiste. Et finalement, il a été très proche de la collaboration pendant l'occupation. Et Céline, alors là, l'exemple est encore plus caractéristique. Donc, c'est vrai qu'à la fois les circonstances, la situation dans laquelle les gens, la situation historique dans laquelle les gens sont plongés peuvent influencer très largement. En t'écoutant parler, Renaud, je pensais aussi à la guerre d'Algérie, où là, on a effectivement une situation qui, d'un certain point de vue, en tout cas du point de vue des Français, était très ambiguë, puisqu'il y avait là-bas des gens, beaucoup de descendants communards d'ailleurs, qui s'étaient installés sur place. On avait en face une révolte d'un peuple algérien qui voulait cette liberté, qui voulait son autonomie. Donc ça a été une lutte difficile avec les Français, je pense au réseau Janson notamment, qui a pris parti pour le FLN. Donc c'est vrai que là, au fond, la résistance comporte toujours une part d'ambiguïté. Et comme tu disais tout à l'heure, résistant aujourd'hui, terroriste demain, ou vice-versa. Pour conforter simplement ce que tu disais, j'ai eu la chance d'être enseignant en Algérie pendant 4 années après l'indépendance, et il y avait une petite ville à côté de la ville où j'enseignais qui s'appelait Strasbourg, donc qui a été fondée par des gens qui, à la suite de la défaite française de 70, des Alsaciens qui ne voulaient absolument pas être allemands et qui sont donc partis d'Algérie et qui ont fondé la ville de Strasbourg. Voilà, c'est pour l'anecdote. Alors peut-être pour arriver au bout de cette table ronde carrée, moi j'avais envie de me poser la question, aujourd'hui contre quoi faut-il résister, sans forcément parler de la régime politique, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui contre lesquelles il est indispensable de résister? Alors Jean, tu avais une idée, toi, je suis assez précise. Moi, j'avais une idée, mais c'est un peu une marotte. Je suis absolument outré par les agressions que subit la langue française actuellement. Et je trouve que c'est une vieille dame vénérable
qui mérite qu'on la respecte. Et je veux dire que simplement par des effets de mode, j'ai pris quelques notes hier soir comme ça très très vite. Je dis que dans les domaines, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la pub, dans le domaine, voire même politique actuellement, dans le domaine du commerce, il n'y a pas une devanture de magasin qui ne soit pas écrite en anglais actuellement. Il n'y a pas. Alors je vais en Ukraine, je vois ces devantures de magasins écrites en français, en alphabet cyrillique, mais écrites en français. Et j'ai ouvert comme ça une page de Pôle emploi. Sur une page, Pôle emploi, c'est-à-dire qui s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément un niveau de langue extraordinaire. J'ai lu Draw Your Life sur Pôle emploi, Soft Skills, Explore Job, Pep Talk, excusez l'accent, hein. Et puis des phrases avec le barreau, tournure, des choses comme ça. Je veux dire que en venant ici, j'ouvre la radio, paf, un titre en anglais, j'ouvre une autre radio, paf, un autre titre en anglais. Je vais aux toilettes sur l'autoroute, un titre en anglais qui me massacre les oreilles. Je dis, mais c'est intolérable. Enfin, je ne sais pas si vous pensez de la même façon. Je veux dire. Oui, mais je veux dire que notre langue s'enrichisse des apports étrangers, ça me paraît évident. Mais là, c'est une forme de colonisation culturelle qui est intolérable. Je veux dire que nos ancêtres se retourneraient dans leur tombe s'ils entendaient ça. Je veux dire, notre langue s'est enrichie évidemment pour des siècles de mots venant de tous horizons, de mots arabes, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais trop, c'est trop. Voilà, c'était ma résistance à moi. Merci for the resistance. Emmanuel, tu avais une forme de résistance qui te tient à cœur aujourd'hui? Alors, une forme de résistance, ça serait. C'est difficile à dire. Non, ça serait de garder, être vigilant, de conserver notre sens critique. Et donc revaloriser notre position, notamment d'historien, par rapport aux événements qui se produisent. Et comme on l'a vu à travers cette table ronde, le recul de l'histoire nous permet aussi d'avoir des leçons pour aborder au mieux le présent. Moi, c'est défendre le droit à la différence, parce que ce que je combats, enfin ça, je le combats, c'est l'uniformité. Et aujourd'hui, il y a deux mots qui m'exaspèrent, parce qu'il n'y a pas une conversation qu'on ne l'entend pas, il n'y a pas de film où on ne l'entend pas. Tout est compliqué, et je suis tout le temps désolé. Et ça m'exaspère. Très bien, merci pour cette adresse. Est-ce qu'on a parmi vous qui veulent nous faire part de ce contre quoi ils ont envie de résister? Je reprendrai une réplique de Gaulle. Il est hors au camp, il répondait pas vraiment. Vaste sujet, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous faire part de leur idée de résistance, de leur volonté de résistance? Non? Bon, et bien écoutez, vous résistez à ma question. Merci à tous, merci surtout à nos trois intervenants, et puis voilà, rendez-vous. Oui, je vous dis, pardon. Pour ceux qui s'intéressent à la résistance, au sens historique du terme, il y a toute une série de livres en vente sur le stand Élan Sud. Il y a notamment les souvenirs d'un chef de maquis qui sont très intéressantes. Une histoire d'un maquis qui s'appelle le maquis Vasio par un d'anciens combattants. Pour les enfants, il y a une bande dessinée sur les camisards, et donc une autre forme de résistance. Et puis aux éditions Élan Sud, il y a un ouvrage de témoignage sur 39-45 en Vaucluse qui donne une large part à la résistance également. Donc tous ces ouvrages, vous les trouvez à la librairie Élan Sud au rez-de-chaussée.